ici. Ça fait déjà maintenant 7-8 ans qu'on en fait régulièrement. Mais on essaye de faire le maximum de publicité pour tous les gens qui s'intéressent à l'astronomie, à la science en général. Pour ma part, j'ai enseigné dans l'établissement pendant pas mal de temps, beaucoup d'années. Je suis à la retraite depuis 8 ans, mais enfin, j'y viens toujours et j'y viens en particulier pour notre club d'astronomie des Céphéides, puisque c'est notre lieu de rencontre. Et c'est dans cet établissement que nous avons, juste sur le toit, vous l'avez peut-être vu, hein, la coupole de notre observatoire. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le fonctionnement des étoiles. C'est un sujet qu'on m'a demandé de faire, puisque chaque année, ou plutôt chaque 6 mois, nous nous réunissons et nous choisissons des sujets de conférence. Là, eh bien, c'est le fonctionnement des étoiles. Ce sera d'un niveau un peu plus élevé que les autres conférences, car malheureusement, c'est assez difficile de simplifier. On va d'abord faire un bref historique des étoiles, les étoiles qui ont toujours intrigué les hommes. Alors j'ai appris assez récemment que dans la grotte de Lascaux que j'avais visitée pour ma part en 61, eh bien dans la grotte de Lascaux, il y a des points qui représenteraient les constellations, tout au moins certaines constellations de l'époque. En particulier celle du Taureau. Alors vous avez l'astérisme du Taureau, et ici vous avez la tête du Taureau, avec l'œil du Taureau, Aldébaran, et des étoiles Hésiades qui se trouvent aux alentours. C'est possible, c'est pas évident. Pour ma part, lorsque j'avais visité en 61, aussi bien quand j'avais visité Lascaux 2 après la répétition de Lascaux 1, on n'en avait jamais parlé. Mais maintenant, on découvre toujours des choses. Quelquefois, c'est dû à une imagination fertile. D'autres fois, ben, ça a peut-être un fondement. Alors, les étoiles, à cette époque, l'époque préhistorique, aussi bien d'ailleurs que le début de l'époque historique, on ne savait pas tellement bien ce que c'était. Vous savez peut-être que certaines peuplades indiennes considèrent que les étoiles, c'est en particulier les armes des gibiers qu'ils ont tués à la chasse pour se procurer de la nourriture. En fin de compte, ça ressemblerait bien avec le taureau, puisque le taureau, le roc, à cette époque-là, était bien chassé en Europe. Enfin. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que les premières représentations, plutôt les premières localisations d'étoiles ont été faites dans cette région de la Mésopotamie qui a vu la première grande civilisation, 500 ans à peu près avant les Égyptiens, c'est-à-dire Sumer. Alors vous avez en haut un petit dessin qui paraît-il représente l'étoile. Par contre ce disque, lui, on sait très bien ce que c'est. C'est la première carte du ciel qui a été découverte à Ninive. Cette première carte du ciel, qui est très difficile à comprendre, puisqu'il s'agit ici de l'écriture cunéiforme de l'époque, eh bien, représente la position des étoiles et surtout un phénomène qu'ils ont vu à ce moment-là, le passage d'un très gros météorite. On a retrouvé la trajectoire de ce météorite, puisqu'elle est indiquée dessus, et on a retrouvé aussi son point de chute, c'était dans le Tyrol, et l'année. Autrement dit, cette carte date de 3140 avant Jésus-Christ, à quelques jours. C'est la première carte du ciel. C'est une copie vraisemblablement parce qu'elle est un peu plus jeune. Mais ils l'ont conservée. La représentation qui était faite à l'époque sumérienne, c'était une représentation qu'on retrouve dans quantité d'autres cosmologies. C'est-à-dire la Terre, c'est une masse creuse qui flotte dans l'océan universel. Et puis vous avez un dôme avec des petits luminions qui sont posés dessus. En fin de compte, on ne se souciait pas de savoir exactement ce que c'était que les étoiles. C'était des petites lumières. Point. À partir de cette époque, on les a recensées. Et puis on a essayé de les expliquer. La première explication, plus ou moins rationnelle, qui a été faite, originale en plus, c'est celle d'un savant grec qui s'appelait Philolaos, moins 450 avant Jésus-Christ. On connaissait les planètes, Astréron. C'était relié à des dieux, mais enfin passons. Mais lui, ce qu'il a trouvé intéressant, c'est qu'il a essayé d'expliquer pourquoi on voyait les étoiles, parce qu'il y avait un feu extérieur avec des trous, en quelque sorte, dans le cache, et on voyait le feu à travers ces trous. Dans les exemples précédents, on ne savait pas du tout ce que c'était qu'une étoile, c'était un point lumineux, point la nuit, comme on dit. Ici, on essayait d'expliquer ce que c'était. Et puis, chose extrêmement curieuse, et c'était la première fois d'une façon, disons, sûre, où on ne plaçait plus la Terre au centre. Vous voyez la Terre, elle est située là. Et elle tourne autour.
pas du soleil, mais d'un feu central. Le hic, il était de taille, c'est qu'on ne voyait pas le feu central. Ah. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, le feu central est masqué par l'antiterre, qui le cache. Bon, c'était assez tiré par les cheveux, mais c'était astucieux. Et ça permettait, et ça c'était le point intéressant, une analogie entre le feu extérieur et le feu central. Parce que jusqu'à maintenant, le soleil c'était quelque chose à part, et puis les étoiles c'était autre chose. Et là on constate plus ou moins, peut-être pas tout à fait voulu, mais une certaine analogie, disons, d'incandescence entre les deux. Et on a commencé à faire des répertoires d'étoiles. Le premier qui nous soit parvenu, mais qui n'a certainement pas été le premier réellement fabriqué, c'est un savant grec, là aussi, Hipparque. Il en a dénoté dans son catalogue 1000 étoiles. 1000 étoiles qui ont été reprises ensuite par Ptolémée, dans son Almageste et détaillé, et surtout, il les a placées, avec une bonne précision. 20 minutes d'angle, c'est une précision inférieure au diamètre de la Lune. Donc, en fin de compte, il y avait un progrès très net. Vous avez ensuite les savants arabes, en particulier le petit-fils de Tamerlan, 1018, cette fois-ci avec 5 minutes de précision. Jusqu'au dernier, que vous avez ici, il y en a beaucoup plus maintenant évidemment, avec les satellites comme Hipparcos par exemple, qui ont détecté plusieurs millions, ou dizaines de millions, 458 000, avec 5 secondes d'arc. Les étoiles, dès, disons, pratiquement l'époque de Galilée, ont été assimilées à des soleils. Le premier à le dire vraiment d'une façon très claire, ça a été ce pauvre Giordano Bruno, qui estimait que chaque étoile était comme un soleil, avec un système solaire autour, et avec des habitants, évidemment. Ça lui a créé, comme vous le savez, il n'y a pas uniquement pour cela, beaucoup de problèmes avec l'Église catholique, et ça s'est mal terminé pour lui. Bon, passons. On a essayé ensuite de voir comment se constituaient les étoiles. Jusqu'à une période relativement récente, on imaginait que tout ce qui était dans le ciel était immuable. C'était fixé une fois pour toutes. Et puis après, on a commencé à se poser des questions. Vers la fin du XVIIIe siècle, on s'est aperçu que les étoiles, eh bien, vivaient, évoluaient. Elles naissent dans des grands nuages, comme ceci, des nébuleuses. On a pu le constater avec les premiers gros télescopes. Elles se forment. Le nuage disparaît progressivement, absorbé par les étoiles en formation. Là, vous avez un amas ouvert, c'est-à-dire ce qui se passe juste après la naissance des étoiles, qui peut durer plusieurs millions d'années, il faut voir à notre échelle de temps. Et enfin, elles meurent. Elles meurent de différentes façons, mais ça c'est un autre sujet. Elles peuvent expulser leur gaz. Et là, vous avez la nébuleuse de la Lyre, avec au centre le squelette, ou plutôt le résidu, le cadavre de l'étoile, qui est une naine blanche. Toute petite étoile extrêmement dense, très compliquée, très condensée, pardon. Et autour, vous avez un nuage gazeux, puis ça peut se transformer également en étoile à neutrons ou en trou noir lorsque l'étoile est très massive. Puisque ces étoiles évoluent, c'est qu'il doit se passer quelque chose à l'intérieur. Pendant très longtemps, on a estimé que c'était simplement un brûlot incandescent. C'est-à-dire, en fin de compte, quelque chose d'analogue, un gros bloc de charbon en train de brûler. Ça marchait relativement bien, parce que lorsqu'on a pu calculer avec beaucoup d'approximation la masse du Soleil, on s'était aperçu que compte tenu de l'énergie du Soleil, le Soleil pouvait brûler comme ça pendant 1 million d'années. D'après la Bible et un célèbre cardinal qui avait fait, disons, le calendrier de la création remontait à 6500 ans, donc on était tranquille, on était dans les cordes. Avec Newton, on a un peu changé le fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on a pensé que les étoiles étaient dues, leur énergie était due à la contraction de l'étoile. Les phénomènes de gravitation, il avait découvert la gravitation, la gravité, la pesanteur pour ce qui concerne la Terre, qui s'applique à n'importe quel corps pesant, et l'étoile en se comprimant, eh bien, dégageait beaucoup d'énergie. Là aussi, ça marchait. Et des découvertes, à part Lamarck et Cuvier en particulier,
des différents fossiles qui ont été datés et datés de plusieurs dizaines de millions d'années, ont bouleversé ce dispositif, puisque cette fois-ci, le Soleil devait être beaucoup plus vieux, et on ne pouvait plus reprendre les mêmes sources d'énergie classiques qu'on connaissait. Et pendant plus qu'un certain temps, eh bien, on n'a pas su ce qui se passait. Alors, comment a-t-on découvert le fonctionnement des étoiles? Eh bien, la première chose, en étudiant l'étoile elle-même, c'est-à-dire en analysant la lumière que diffusait cette étoile. Vous avez ici différentes étoiles, telles qu'elles se présentent avec un appareil quand même assez perfectionné, parce qu'autrement on ne les voit pas si colorées que cela. Et puis on analyse le spectre lumineux. Plus l'étoile est lumineuse dans un certain domaine, plus la courbe est haute. Vous remarquez la première, les étoiles OB, qui sont les plus brillantes, les plus géantes, les plus énergétiques, et vous voyez que la principale radiation se trouve dans l'ultraviolet. L'ultraviolet, c'est cette zone, là voilà. Lorsque l'étoile est un peu moins brillante, un peu moins chaude, eh bien, la radiation se trouve plutôt dans le violet. Le Soleil, c'est une étoile de type G, comme Capella d'ailleurs, et enfin, vous avez ici le symbole du Soleil. Eh bien, ça se situe dans le vert jaune. Et enfin, des étoiles géantes, certes, mais déjà en fin de vie et rougeâtres, comme Antares ou Bételgeuse, eh bien, le maximum se trouve dans l'infrarouge. Elles sont beaucoup moins chaudes, elles apparaissent rouges. Ça, c'était la première étape. On s'est aperçu que les étoiles n'étaient pas toutes à la même température. Il y avait donc une certaine évolution, un certain phénomène de ce sens-là. Et on allait beaucoup plus loin, en découvrant que dans chaque spectre, il y avait des rayures. Alors ça, c'est Fraunhofer qui l'a découvert vers 1810, avec d'ailleurs, non pas avec le Soleil, mais avec un incendie d'une usine chimique de poudre. Il avait un réseau, plus exactement un prisme, branché le dessus, et puis s'est aperçu que dans les vapeurs et dans la fumée et les flammes, eh bien, il y avait des rayures dans le spectre. Et des rayures qui correspondaient au produit qui était en train de brûler. Donc il en a déduit que chaque produit émettait des rayures très particulières. Là, dans le premier cas, vous avez le contraire, c'est-à-dire des raies d'absorption. C'est-à-dire que les produits ont capté la lumière qu'ils peuvent réémettre dans certaines conditions. Ce sont des raies. Dans les deux raies, les trois raies en dessous, vous avez des raies d'émission. Là, c'est le produit qui est très chauffé et qui va émettre ces raies. Cette spectrographie va permettre de connaître la composition des étoiles. Voici le spectre du Soleil. Vous voyez ces raies noires, ce sont l'absorption des produits qui sont dans l'atmosphère du Soleil. Alors, ce n'est pas toujours très commode à détecter, parce que chaque produit peut émettre plusieurs types de raies. En fin de compte, sans rentrer dans les détails physiques trop difficiles, nous le reviendrons dans quelques instants, les atomes sont formés d'un noyau et d'électrons qui tournent autour. Et ces électrons peuvent s'éloigner du noyau en faisant des sauts. Ils changent d'orbite. Et à chaque fois qu'ils changent d'orbite, s'ils montent, ils vont absorber de l'énergie, s'ils descendent, ils vont l'émettre. Et c'est cette énergie qu'on repère avec ces traits. Alors l'un d'entre vous, là, Étienne, qui est ici présent, a fait pas mal de travaux de spectroscopie. Voici ce qu'il a obtenu à partir du Soleil, mais cette fois-ci en noir et blanc. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, alors, avec un programme spécial, eh bien, on peut analyser ce spectre. Chaque petit pic inversé, ici, correspond à une raie. Comme la raie est sombre, c'est une absorption, donc il y a moins d'énergie. Donc ça fait un trou, ou plus exactement, une cavité. Et chaque cavité correspond à une position d'électrons de certains atomes autour de notre étoile. Voici une autre étoile qui s'appelle Schitt. Vous remarquez que c'est une étoile qui a une prédominance très nette dans le rouge. Autrement dit, ce n'est pas une étoile chaude. Ce qui a remarqué, c'est la multiplicité des traits. La multiplicité des traits montre qu'il y a beaucoup d'éléments, et beaucoup d'éléments métalliques. Les étoiles de ce type sont des étoiles qui comportent beaucoup de métaux. Quand je dis beaucoup de métaux, ça fait une dizaine de pourcents maximum. Il ne faut pas croire que c'est un bloc de fer, hein, loin de là.
mais toutes les étoiles qui sont anciennes ont un taux de métal important. Ça, c'est une chose qui a permis ensuite de comprendre comment fonctionnait l'étoile. Voici K. Là, on s'aperçoit que le maximum est plutôt dans le vert. Vous voyez? C'est une étoile, disons, milieu de vie. Il y a quand même pas mal de petits traits. Donc, il y a un taux de métal assez important, mais beaucoup moins important que Chyt. Vega. Vega, là, c'est franchement violet. Hein. Surtout lorsqu'on regarde ce système-là. Il n'y a pratiquement pas de raie d'absorption dans toute cette zone. C'est une étoile jeune qui n'a pas encore fabriqué des corps, des produits. Ça se maintient presque uniquement avec de l'hydrogène et de l'hélium. Autrement dit, avec cette analyse spectrale, on peut parler de la température, certes, mais on peut surtout parler de la composition de l'étoile. Une étoile jeune, hydrogène, hélium. Une étoile un peu plus âgée, on voit apparaître certains autres corps, quelquefois métalliques. Une étoile très âgée, il y aura beaucoup plus de métaux. Ben, avec ça, on a déjà une idée, à ce moment-là, assez précise de ce qui se passe. La seule chose, c'est que lorsqu'on a découvert ceci, non pas ce qu'a fait notre camarade, mais ce qu'ont fait les autres de l'époque, les autres astronomes de l'époque, lorsqu'on a découvert ceci, on n'avait absolument aucune idée comment on pouvait passer de l'hydrogène aux autres matériaux. C'était une constatation, mais on ne savait absolument rien. Alors, je reprends quelques éléments ici de physique classique. La matière, vous avez un bloc de matière, peu importe laquelle. Cette matière est représentée par ce cube. Si on regarde ce cube avec un microscope électronique, grossissant plusieurs millions de fois, on s'aperçoit que c'est formé d'atomes. Bon, c'est beaucoup moins net que ça, hein, on ne les voit pas de cette façon-là, on voit des petites taches très floues. Cet atome a été non pas découvert, mais disons expliqué, inventé par plusieurs savants. Le premier à y penser était Lavoisier. Il n'a jamais pensé aux atomes proprement dit, mais il pensait à des éléments de matière. Il y a eu ensuite Dalton, Charles et surtout Avogadro, qui eux ont dit ben, il n'y a pas à tortiller, hein, la matière doit être constituée de petits grains. Ça rejoignait ce qu'avaient dit Leucippe et son disciple Démocrite dans l'Antiquité. Car dans l'Antiquité, il y avait deux écoles, celle de Leucippe Démocrite, qui pensait que la matière était formée de petits éléments très petits, insécables atomes en grec, et puis la théorie d'Aristote, qui pensait que la matière était formée des 4 éléments que tout le monde connaît, qui ne sont pas des éléments d'ailleurs, ce sont des états, hein, les gaz, l'air, autrement dit, la terre, l'eau, et puis le feu, qu'on ne savait pas exactement ce que c'était, mais on l'avait collé comme élément constitutif. On s'est aperçu très vite qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas, mais ça s'est maintenu très longtemps. Le seul problème, c'est que, d'abord, peu de personnes y croyaient aux atomes, hein, il a fallu plus de 100 ans pour qu'on puisse vraiment les comprendre. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a découvert que l'atome n'était pas si simple que ça, qu'il était composé d'autres pièces. La première pièce qui a été découverte, c'est l'électron. L'expérience de Millikan a permis, en 1901 ou 2, de mesurer cet électron. Mais avant, il y avait Thomson qui donc l'a déterminé. Et puis l'expérience de Rutherford a permis de voir que les électrons étaient autour, mais à l'intérieur, il y avait un tout petit noyau. C'est d'ailleurs Rutherford qui a détecté le proton en 1919. Il l'a, je ne dirais pas isolé, mais tout au moins détecté et mesuré. Et puis le dernier élément, c'est le neutron. Le noyau est formé de protons et de neutrons dans la quasi-totalité des cas. Autrement dit, en fin de compte, la structure de l'atome est la suivante. Un noyau avec protons et neutrons, et autour, très loin autour, des électrons qui tournent sur des orbites bien définies. Mais ça, c'est une autre histoire. L'atome le plus simple, celui qui existait à la création de l'univers, c'est l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un proton au centre et un seul électron. Il n'y a pas plus simple. L'atome d'hydrogène peut s'associer
Le symbole de l'hydrogène, c'est H. Vous avez le petit indice au-dessus, hein, l'exposant. 1 signifie qu'il y a une seule particule, autrement dit, un seul proton au centre. C'est le plus simple. Lorsque deux atomes d'hydrogène s'associent, ça forme un autre corps qui s'appelle l'hélium. Mais ce n'est pas l'hélium que nous connaissons. C'est un isotope de l'hélium, car il n'y a que 2 protons. Alors que l'hélium, en principe, il y a 2 protons et 2 neutrons. Cet isotope de l'hélium n'est pas stable. Il se décompose tout de suite et il va redonner de l'hydrogène, cette fois-ci, avec 2 particules. On appelle ça l'hydrogène lourd ou le deutérium. C'est ce qui, avec l'oxygène, donne l'eau lourde, dont on a entendu parler de nombreuses fois. Ici, on a choisi, parce que le deutérium peut se marquer avec un D, hein, c'est le seul isotope qui a disons, un symbole différent du symbole d'origine. H2, ça signifie donc de l'hydrogène avec un proton et un neutron. Mais, naturellement, il s'est passé quelque chose, puisqu'au départ, on avait 2 protons. Il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire qu'une charge positive est partie. On appelle ça un positron. Vous l'avez ici. Et puis, comme ce n'est pas non plus stable au point de vue énergétique, vous avez cette lettre grecque nu. Eh bien, ça, c'est le symbole d'un neutrino. Les neutrinos ont été inventés par Pauli en 1930, justement à cause de ces équations-là. Il fallait, pour équilibrer l'équation, avoir une source d'énergie supplémentaire. Et ça, c'est le neutrino. Il existe 3 types de neutrinos, les neutrinos électroniques, les neutrinos baryoniques et les neutrinos tau. Mais enfin, peu importe, nous, on se contentera des neutrinos électroniques, ça suffit. Vous avez peut-être vu, il y a quelque temps, cette fameuse expérience où, justement, un savant, plutôt un groupe de savants, avait mesuré la vitesse des neutrinos et avait trouvé des neutrinos qui allaient plus vite que la lumière. Ce qui est en contradiction formelle avec les lois de la relativité, mais enfin, si ça avait été vrai, ça aurait été remarquable. Bon, il y avait 2 erreurs, il y avait une erreur de calibrage et puis une erreur également de compte. Mais donc, ça a été annulé. Mais ça avait fait beaucoup de bruit à cette époque. Hein. J'avais eu le compte-rendu qui faisait plus de 17 pages, en anglais, naturellement. Et je m'étais, si on peut dire, amusé à le traduire. Hein. Bon, puis finalement, quand j'ai eu fini de le traduire, c'était faux. Enfin, c'est des choses qui arrivent. L'énergie qui se dissipe dans cette équation, eh bien, c'est l'énergie qui est donnée par la célèbre formule E égale mc2. Car la masse des 2 hydrogènes au départ, c'est-à-dire de l'hélium 2, est plus importante que la masse du deutérium. Il y a une petite perte de masse qui s'en va en énergie, et cette énergie est donnée par la formule E égale mc2. Eh bien, ça, c'est le mystère du fonctionnement des étoiles et du Soleil. À chaque fois qu'il se passera une réaction dans le Soleil, eh bien, il va y avoir formation d'éléments qui vont aller quelquefois très loin, comme on va le voir, mais à chaque formation, l'ensemble étant un peu plus stable que le produit de départ, il y a dissipation d'énergie. Et c'est cette énergie que le Soleil nous envoie. E égale mc2. Il a fallu attendre la relativité d'Einstein en 1905 pour comprendre beaucoup plus tard que c'était en fin de compte le mécanisme des étoiles et du Soleil. Alors ça peut paraître simple comme ça, je l'espère tout au moins, mais c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Voilà. On est obligé maintenant de parler de la classification périodique. Quand elle a été constituée, non pas sous cet aspect, mais presque par Mendeleïev en 1860, on ne connaissait qu'une 60aine d'éléments. Et Mendeleïev a eu ce trait de génie de les regrouper. De les regrouper par ligne en fonction de leur complexité, et de les regrouper en colonnes en fonction de leurs propriétés chimiques. Par exemple, les propriétés du type oxygène que vous avez ici, soufre, sélénium, tellure, polonium, sont à peu près identiques. Il en est encore plus, c'est encore plus spectaculaire avec ceux-ci qu'on appelle les halogènes. Fluor, chlore, brome, iode et astate sont des produits extrêmement corrosifs. À part ces produits-là, la plupart des autres, ce sont des métaux. Ils ont les caractéristiques des métaux. C'est-à-dire structure cristalline, conductibilité électrique et thermique.
Cela, c'est autre chose. Et enfin, vous avez cette colonne. C'est une colonne de corps particulièrement stable. Ils sont saturés au point de vue. Leur couche électronique est complète. C'est comme un blindage, hein, en fin de compte. Lorsque la couche est complète, le corps est parfaitement stable. Ce sont ce qu'on appelle les gaz rares, qui pour certains ne sont pas rares du tout d'ailleurs, mais qui étaient très difficiles à détecter. C'est pour ça qu'on ne les a pas trouvés si facilement que cela. Par exemple, l'hélium, He, qui est essentiel dans la compréhension du fonctionnement des étoiles, a été découvert pour la première fois vers 1880 en examinant un spectre du Soleil. On s'est demandé ce que c'était que ces raies spéciales qu'on ne trouvait nulle part, et on s'est aperçu que c'était un corps qui existait aussi sur Terre, mais qu'on n'avait pas encore détecté. L'hélium en question, hélium, hélios, soleil en grec, hein. C'est tout à fait normal. Alors je passerai sous silence les autres corps, je m'intéresserai simplement pour l'instant à ces deux premiers, hydrogène d'un côté, hélium de l'autre. Vous avez hydrogène 1, c'est le nombre de protons, 1, c'est le nombre de particules à quelque chose près du noyau. Donc il n'y a qu'un seul proton. L'hélium, 2 protons, 4 au total, il y a donc 2 neutrons en plus. L'hélium stable, ce n'est pas l'hélium 2 qu'on avait tout à l'heure, c'est l'hélium 4. Voilà une classification simplifiée. L'atome d'hydrogène, tel qu'il est représenté, je vous l'ai montré tout à l'heure. De l'autre côté, complètement de l'autre côté, vous avez l'atome d'hélium. Dans le Soleil, il va falloir passer de cet atome, plus exactement du noyau de cet atome, parce que les électrons, il y a longtemps qu'ils sont arrachés, à ceci. C'est la première étape qui est commune à absolument toutes les étoiles, de la plus petite à la plus grosse. Et lorsque l'étoile est jeune, c'est la seule étape qui va se créer. Je vous ai remis cette équation. Elle est à côté de la petite balance que vous avez ici simplifiée. 2 protons plus 2 neutrons donne de l'hélium 4 et ça libère 28,4 millions d'électronvolts. Au point de vue de l'atome, un électronvolt c'est minuscule. 28,4 millions, c'est pas énorme non plus. Mais il y a des milliards et des milliards d'atomes dans un gramme. Donc un gramme d'hydrogène qui se transforme en l'hélium, ça va donner une énergie considérable. À titre indicatif, pour faire marcher un porte-avions autour de la Terre, les anciens porte-avions, diesel, ou anciennement, si on va plus loin, à charbon. Vous savez qu'il fallait à peu près 500 000 tonnes de charbon pour faire le tour. Il suffit d'une quarantaine de grammes d'uranium-235 avec les réactions de fusion. Il suffit d'1 gramme de deutérium et d'hydrogène pour faire la même chose. Naturellement, bon, aussi bien pour l'uranium que pour l'hydrogène, bon, il y a tout un assemblage qui se fait. Et puis aussi, il faut reconnaître, eh bien, on n'a pas réussi à le faire, nous. On sait le faire dans les bombes thermonucléaires, mais on ne sait pas le faire en tant que réacteur. Et pourtant, on essaye depuis de très nombreuses années. Mais les conditions sont tellement compliquées, il faut voir les conditions qui règnent dans le Soleil pour que cette réaction se fasse, qu'on n'a pas réussi de le reproduire. Mais ça fournit une énergie considérable. Vous avez les différentes étapes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la réaction que vous avez ici, 2P plus 2N donne 4HE, eh bien, ne se fait pas en un seul tenant, elle se fait en 3 étapes successives. Là, j'ai choisi d'employer celle-ci parce qu'elle est quand même assez nette. Vous avez les protons qui sont représentés en rouge, hein, c'est conventionnel, et les neutrons qui sont représentés en blanc. La première étape que vous avez là, c'est 2 protons, c'est-à-dire 2 noyaux d'hydrogène qui donnent un noyau de deutérium. Voilà. Ça éjecte en même temps un positon et un neutrino électronique. La deuxième étape, vous avez le noyau de deutérium qui réagit encore avec un hydrogène, qui va donner de l'hélium 3. Vous voyez, ça fait quoi? Et un rayonnement gamma. La troisième étape, 2 hélium 3 vont se réunir pour former un hélium 4 et reconstituer 2 hydrogènes successivement.
vous voyez qu'à chaque fois, vous avez l'égalité des particules. Mais lorsqu'elles s'assemblent, elles perdent de la masse. C'est ce qui est représenté ici. Alors la voici. Ça, c'est la première équation. Deuxième équation, vous l'avez ici, avec l'hélium 3. Troisième équation, qui donne l'hélium 4. Ça ne s'arrête pas là. Ou plus exactement, il peut y avoir des variantes. C'est pour ça que c'est compliqué. On pourrait croire que, comme on pense la plupart du temps, il y a un type de réaction chimique qui se fait, et puis c'est tout. Ben non. Il y a concurrence entre plusieurs types de réactions. Par exemple, au lieu de donner de l'hélium 4, ça peut donner du beryllium, que vous avez peut-être aperçu dans l'équation, dans la fluctuation périodique tout à l'heure. Autrement dit, ben, au lieu de donner l'hélium 4 et de reconstituer deux hydrogènes, eh bien on va avoir du beryllium. Cette équation ne se passe pas, cette dernière, dans des étoiles trop petites. Des étoiles qui sont en gros 5 à 6 fois plus petites que le Soleil. Il n'y a pas assez d'énergie, ou plus exactement la température et la pression ne sont pas suffisantes pour que cette dernière équation se produise. Dans ce qu'on appelle les naines rouges ou les naines brunes, les petites étoiles, qui sont guère plus grosses pour certaines que Jupiter, 3 ou 4 fois Jupiter simplement, eh bien la réaction va s'arrêter à l'hélium. On ne pourra pas aller plus loin. Il n'y a pas assez, les conditions ne sont pas bonnes. Un diagramme, pour essayer de comprendre. Vous avez ici le nombre de masses. En fin de compte, c'est ni plus ni moins que le nombre total de protons et de neutrons. Vous avez ici l'énergie. À chaque fois qu'il y a une saute, l'appareil, ou plus exactement la réaction, va fournir de l'énergie. Vous avez ici toutes nos réactions de fusion. On part de l'hydrogène. Lorsqu'on aboutit au deutérium, on a libéré cette énergie. Puis ensuite, ça, c'est l'hélium, et ainsi de suite. Et vous apercevez que le maximum d'énergie s'arrête au fer. C'est-à-dire qu'au-delà du fer, au lieu de reprendre de l'énergie, de redonner de l'énergie, il va falloir redonner pour aller plus loin. Autrement dit, les réactions de fusion s'arrêteront obligatoirement au fer, quel que soit le type d'étoile. Pour aller plus loin, il faudra autre chose. De l'autre côté, vous avez une réaction de fission. À titre indicatif, les noyaux d'uranium se situent à peu près là. Lorsqu'on a une réaction de fission, c'est-à-dire dans les centrales nucléaires ou autres, eh bien, on va reprendre cette courbe, mais dans cette direction. C'est-à-dire que l'uranium se casse, se scinde, il va former deux corps qui vont avoir moins d'énergie que l'uranium. Donc il va restituer cette énergie. Les deux courbes se rejoignent sur le fer. Autrement dit, on va pouvoir éventuellement aller jusqu'au fer avec les fusions et les noyaux légers, et on va pouvoir aller jusqu'au fer avec les noyaux très lourds avec les réactions de fission. Vous remarquez cependant que si l'écart est considérable au point de vue fusion, il est beaucoup plus faible au point de vue fission. On gagne beaucoup moins d'énergie avec la fission qu'avec la fusion. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des porteurs. Réaction primordiale. On l'a déjà vu, maintenant on doit la connaître. Dans 99,76% des cas, on va obtenir de l'hélium 3. Ça aussi, on l'a vu. C'est là que ça va se compliquer, parce que suivant les conditions, qui sont quelquefois très localisées, on va pouvoir avoir de l'hélium 4, c'est le cas le plus courant, 83,30%, ou de beryllium. Ici, on a choisi de faire deux héliums. Tout à l'heure, c'était un seul hélium qui aurait fait deux héliums 3 qui réussissaient. Mais là, avec l'hélium 4 qu'on a récupéré ici, avec l'hélium 3 en plus, on va avoir du beryllium. Tout à l'heure, c'était du beryllium 6, avec 6 particules dans le noyau. Là, c'est du beryllium 7, qui est un peu plus court. Ce beryllium va pouvoir se décomposer, soit en donnant du beryllium 8 et en prenant un hydrogène, un proton supplémentaire. Ça donne du rayonnement gamma.
soit, et c'est le cas le plus courant, donner du beryllium 7 avec un électron, ça donne du lithium 7. Le lithium étant un autre produit, un autre élément situé dans la classification périodique. Tandis que l'autre va donner du bore. Vous voyez, B tout court, c'est le bore. Vous avez, pour ces derniers, la structure. Le bore 8, 5 protons, 3 neutrons. Le beryllium 8, 4 protons, 4 neutrons. Ici, nous avons une disparité entre les deux. Vous voyez, 5, 3, c'est moins stable que 4, 4. C'est pour cela que la réaction va se faire. Ici, nous avons du beryllium 7 qui va donner du lithium 7. 4, 3, 3, 4. En fin de compte, vous avez une transformation d'un proton en neutron. Et qui fournit là aussi de l'énergie sous la forme de neutrinos. Toutes ces réactions se passent dans le Soleil. Le Soleil est l'étoile type pour ce genre de réaction. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là parce que si à l'heure actuelle, le Soleil est à la moitié de sa vie, c'est-à-dire qu'il a encore beaucoup d'hydrogène à consommer et fabriquer beaucoup d'hélium, il a commencé, mais en très petite quantité, à aller un peu plus loin. Ici, nous avons le beryllium que nous avons vu tout à l'heure, beryllium 8, qui va capter un hélium, hélium classique 4, pour donner du carbone. Cette réaction est un équilibre, c'est-à-dire qu'elle est réversible. Vous avez peut-être pu remarquer tout à l'heure que les flèches étaient dans un seul sens. C'est-à-dire que lorsque la réaction était faite, elle ne revenait pas en arrière. Eh bien, celle-ci peut revenir en arrière. Ça va dépendre des concentrations, plus exactement de la quantité de ces différents corps. Le carbone que nous avions, lorsqu'il est en quantité suffisante, c'est-à-dire lorsque la réaction a évolué dans le sens vers la droite, a la possibilité de recapter, à condition que la température et la pression aient monté depuis l'expérience, ou plutôt la réaction précédente, capter un autre hélium pour donner d'oxygène. Toujours un peu plus tard, quand on dit d'un peu plus tard, c'est quelquefois plusieurs millions d'années, certainement également plus pour le Soleil, eh bien ça va continuer. L'oxygène va capter de l'hélium et va donner du néon. Le néon va encore capter de l'hélium et va donner du magnésium. Tout ça, ça se passera dans le Soleil très progressivement. Le seul problème, c'est lorsqu'on sera au stade de la dernière équation, le Soleil va commencer à nous poser quelques petits problèmes. Il va grossir, ça va chauffer de plus en plus, ce ne sera pas la canicule, là ce sera plutôt le four à pyrolyse, hein, et ça va évidemment être gênant. Et ça risque de s'emballer. Entre-temps, il va passer au fameux cycle carbone, azote, oxygène. Vous avez peut-être pu remarquer, c'est une chose que je dis souvent, dans les formules, ou plus exactement dans les symboles, la plupart des symboles sont des noms d'origine française. Il y en a une dizaine qui sont d'origine latine. Le sodium, par exemple, s'appelle natrium. Je dirais même que ça revient beaucoup plus loin, parce que le natron, c'était égyptien. Et puis vous en avez deux autres, un qui est d'origine anglaise, c'est justement l'azote, qu'on appelle nitrogène, et l'autre d'origine allemande, c'est le tungstène, qu'on appelle wolfram, avec W. Nous, on est un peu privilégiés, parce que la plupart des autres noms, qui ont été d'ailleurs grandement adoptés, y compris par les pays anglo-saxons, eh bien on retrouve les symboles d'origine des noms français. Là, C, carbone, N, azote, O, oxygène. Et vous avez un cycle. Vous voyez, on va rentrer dans le cycle ici. Il arrive un noyau d'hydrogène
qui va se combiner à un noyau de carbone pour former un noyau d'azote, qui expulse un électron, un positron, pardon, et un neutrino. Donc il va redescendre d'un cran, le 7 devient 6, et on retrouve du carbone. Mais du carbone 13 cette fois-ci, alors ça c'était du carbone 12. Hein. Un autre hydrogène arrive, donc ça va rajouter 2 éléments, ça fait 14, 7, c'est de l'azote. Un autre hydrogène arrive, ça rajoute un élément, ça fait 15, 8, c'est l'oxygène. Là, ça éjecte, on revient à 15, 7, l'azote. Un autre hydrogène, et en même temps, un départ d'hélium. Ça fait 12, 6, c'est le carbone qui recommence. Voilà, j'ai pris un peu trop tôt. Vous voyez, ça fait un cycle. Un cycle. C'est le cycle, c'est pas le cycle du carbone tel qu'on le connaît en biologie, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est le cycle carbone, azote, oxygène, transformation des atomes. Ça peut continuer. Bon, il est fort possible, qu'en ce qui concerne le Soleil, on ait quelques petits problèmes à ce moment-là. Parce qu'il est un peu court pour avoir ces équations. On les a découvertes dans certaines étoiles âgées, qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, des étoiles qui commencent à fabriquer des métaux. Là, vous avez 2 oxygènes qui vont se combiner pour donner un corps qui s'appelle le silicium. Ça fournit énormément d'énergie, vous voyez, presque 10 millions d'électronvolts. Mais, si la température est un peu supérieure, on ne va pas s'arrêter au silicium, c'est-à-dire que ces 2 oxygènes vont donner du phosphore. Là, vous avez, et c'est un peu le défaut, mais je n'ai pas trouvé d'équation que j'aurais pu la modifier, ici, vous avez la particule alpha, c'est le nom qu'on donne à la particule d'hélium, c'est-à-dire 4,2. C'est pour ça que si vous faites le compte, 16 et 16, 32, 28 et 4, ça fait 32 aussi. 8 et 8, 16, plus 14 et 2, ça fait également 16. Vous devez avoir l'égalité des exposants et des indices à chaque fois. Là, pour former le phosphore, il n'y a pas expulsion d'une particule d'hélium, il y a expulsion d'un proton, c'est-à-dire en fin de compte d'un noyau d'hydrogène purement simple. Mais ça peut aussi donner ça. Vous remarquez que les positions de départ sont les mêmes. Hein. 2 atomes d'oxygène. Dans un cas, ça donne du silicium, dans l'autre cas, du phosphore, et là, un deuxième phosphore, mais ce n'est pas du phosphore 31, c'est du phosphore 30. Du phosphore 30 parce que ce n'est plus un seul proton qui est éjecté, comme ici, mais du deutérium, c'est-à-dire un proton et un neutron. L'énergie est plus faible, comme vous pouvez le constater. En principe, c'est cette première équation qui sera privilégiée si les conditions sont les mêmes. Autre cas, toujours avec 2 oxygènes, cette fois-ci, ça va monter d'un cran, ça va donner du soufre. Alors on pense que le Soleil s'arrêtera forcément, tout au moins dans sa vie normale, avant qu'il éjecte ses couches externes, à cette équation. Il n'a pas la structure nécessaire pour monter d'un cran, c'est-à-dire pouvoir éjecter, ou plutôt avoir de l'énergie suffisante pour avoir une équation supérieure. Le soufre, c'est 16, c'est-à-dire 16 protons. Pour avoir l'équilibre, il faut éjecter non pas un proton, mais un neutron cette fois-ci, d'où le symbole petit m. Autre variété, avec le silicium. Mais cette fois-ci, un silicium 30, et non pas un silicium 28, comme tout à fait. Oui, j'aurais pu vous dire aussi, vous avez pu voir qu'elles ont été classées par énergie descendante. C'est-à-dire, en fin de compte, chaque équation va correspondre à un état à l'intérieur de l'étoile. Alors, c'est le principe de formation de ces différents atomes. À chaque fois, ça saute d'un cran. Alors, c'est peu important, je n'ai pas réussi à en trouver un qui soit net. Vous avez l'hydrogène qui vient d'hélium, lithium, beryllium, bore, oxygène, azote, carbone, pardon, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre. L'étape suivante, ce sera la formation du fer, que le Soleil ne pourra pas fabriquer par lui. Il n'est pas assez grand.
Il n'aura pas assez d'énergie. Donc en fin de compte, à chaque fois qu'un combustible commence à manquer, comme par exemple l'hydrogène, eh bien on passe avec la combustion de l'hélium. Lorsque l'hélium va être on passe à la combustion du lithium. Plus exactement à la fusion pour avoir un autre produit à chaque fois. C'est ce qui est noté ici, le taux de réaction diminue. Dans l'énergie gravitationnelle, la température de la densité augmente, et par conséquent, on embraye sur une nouvelle réaction. C'est un système d'échelle, en quelque sorte. Ah. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il n'y aura plus de combustible? Eh bien, dans ces conditions-là, je parle pour le Soleil, c'est-à-dire une étoile de petite moyenne, eh bien, il n'y aura plus assez d'énergie pour maintenir les couches. Ça va s'effondrer. Et en s'effondrant, ça va exploser, éjecter toutes les couches superficielles du Soleil. Et à ce moment-là, pendant un temps plus ou moins long, court, pour le Soleil ce sera certainement un peu plus long, eh bien, vous avez la formation de corps qui vont être des corps qui ne peuvent se former qu'en perdant de l'énergie. C'est-à-dire l'explosion va fournir de l'énergie aux atomes et on va pouvoir aller au-delà, dans le cas du Soleil, au-delà du soufre. C'est comme cela que vont fabriquer des particules de fer. Ce n'est plus le fonctionnement normal du Soleil, c'est le fonctionnement catastrophique, si on veut. Lorsque nous avons une étoile beaucoup plus importante, la réaction sur le fer, jusqu'au fer, va se constituer normalement. Et à ce moment-là, lorsque on sera arrivé au fer, l'étoile va exploser directement. Ça fera ce qu'on appelle une supernova, de type 1, et ça va synthétiser des corps bien au-delà du fer. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé dans notre région avant que le Soleil naisse? Eh bien, il y a certainement eu au moins une étoile, sinon deux étoiles géantes, qui ont fabriqué tous les produits qui nous constituent, et qui constituent la Terre, et qui, d'une certaine manière, aussi constituent un peu le Soleil. C'est pour cela qu'on existe. C'est pour cela que les planètes existent. S'il n'y avait pas eu ces étoiles, ces explosions d'étoiles, la fabrication de ces atomes, eh bien on existerait. On n'aurait pas l'occasion de voir. Alors revenons sur la classification périodique. Voici donc la position du fer. Si la réaction du Soleil s'arrêtait là, on serait à ce niveau. C'est tout. Lorsque le Soleil éjectera ses couches externes, on va certainement réussir à fabriquer à peu près jusqu'au plomb. En quantité relativement faible. Mais on ne pourra pas aller au-delà. Et on ne pourra surtout pas avoir cette zone-là. Ce qu'on appelle les actinides. Les actinides sont les seuls produits qui peuvent être fabriqués dans les supernovas. Vous direz, mais ça va nettement au-delà. Effectivement, là vous avez une rupture. Ici, avec l'uranium, vous avez le dernier corps naturel, dernier élément naturel. Tous les autres qui suivent ont été fabriqués artificiellement dans les accélérateurs de particules. On est beaucoup plus loin à l'heure actuelle, puisque vous pouvez voir ici, il y a des points d'interrogation. C'est-à-dire ce sont des corps qui ont été découverts, ou plutôt qui ont été fabriqués, mais qui n'ont pas été produits. À l'heure actuelle, on est à peu près là. Alors, si vous avez regardé tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens un peu en arrière, voilà. C'est les fameux noyaux magiques, c'est-à-dire des noyaux de particulièrement grande stabilité. 28, 50, 82, c'est le plomb. Très stable. Toutes les réactions de radioactivité finissent avec du plomb. Et puis vous en avez un, 126, qui serait stable. Lui, on ne l'a pas encore découvert, puisqu'il fait partie des corps artificiels. Mais ça, il n'y a aucune étoile qui le fabrique. Ça s'arrête à l'uranium. On ne fabrique pas autant. Voilà votre plomb 82.
et la série des actinides, actinium, thorium. Le thorium est un produit radioactif comme l'uranium. On peut fabriquer des réacteurs avec du thorium, produit naturel. Uranium, neptunium, plutonium, plutonium fabriqué artificiellement. À chaque fois qu'on a une réaction nucléaire, on obtient du plutonium, et d'autres produits d'ailleurs. Américium, curium, berkelium, californium, lutetium. Et on retrouve les noms, là c'est les noms plutôt de savants qui ont participé à cette étude. Résumons très rapidement. Masse solaire, MO, hein, c'est la masse solaire. 30 masses solaires. On appelle ça des géantes, hein, des supergéantes. Généralement, elles sont très lumineuses. Elles mangent leur énergie à une cadence énorme. Elles vivent très peu de temps. Vous pouvez voir, en 0,06, ça fait 60 millions d'années. Il y en a encore des plus grosses qui arrivent à ne pas dépasser 1 million d'années. Bon. Autrement dit, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver des planètes autour. Hein. Elles n'ont absolument pas le temps de se former. À condition même qu'il y ait des éléments pour les former, ce qui n'est pas sûr autour de ces étoiles. Les réactions nucléaires s'arrêtent au fer, dans le noyau. Phénomène terminal supernova. Et regardez la masse éjectée, 24 masses solaires, 30 masses solaires. Les 3/4 s'en vont. Le noyau résiduel, c'est le trou noir. Bon, il suffit de faire une simple soustraction pour voir que la masse du trou noir, c'est 6 masses solaires. Ensuite, vous avez des grosses étoiles, mais pas géantes. 10 masses solaires. 1000 fois le Soleil. Cette fois-ci, on atteint pratiquement 100 millions d'années. C'est déjà mieux, mais c'est insuffisant de toute façon pour former des planètes. Ça s'arrête dans le noyau silicium. Ça donne une supernova. Ça perd les 3/4 de sa masse. Et ça donne une étoile à neutrons, une étoile très particulière qui est un résidu. 3 masses solaires, on a une naine blanche, comme d'ailleurs une masse solaire. On a à peu près le même système. La différence, dans la réaction nucléaire normale, ça s'arrête à l'oxygène, alors que la réaction nucléaire normale du Soleil, ça va plafonner à peu près au carbone. Et enfin, vous avez le dernier cas, des étoiles naines, très petites, qui sont inférieures nettement à la masse du Soleil. Cette fois-ci, ça va s'arrêter à l'hélium. On ne va pas plus loin, on n'a pas l'énergie ou plutôt la concentration nécessaire, et on obtient également une naine blanche, de taille beaucoup plus modeste, comme vous pouvez le constater. Mais tout ce cycle, toutes ces réactions, ça ensemence le milieu. Vous avez le milieu interstellaire qui est composé d'un certain nombre de produits. Au départ, il n'y avait que l'hydrogène et un peu d'hélium, et au fur et à mesure que les étoiles ont vécu et sont mortes, eh bien, elles ont ensemencé ce milieu. Les étoiles au départ, c'était essentiellement des supermassives, hein, qui permettaient d'avoir des réactions normales jusqu'au fer. Avec les réactions, disons, d'explosion, on avait tous les autres produits qui revenaient ensemencer le milieu interstellaire. Ça donnait étoile à neutrons et trous noirs. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on a vu apparaître des plus petites étoiles qui se sont transformées en géantes rouges. Hein, elles ont gonflé, en fin de compte. Elles ont éjecté des nuages et elles ont formé une naine blanche. Ces dernières, avec la nébuleuse, ont réensemencé aussi le milieu interstellaire, et puis ça continuera tant qu'il y aura d'hydrogène pour reformer les étoiles. Voilà.